Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir quel est l'effet d'une variation du taux de change sur le solde commercial. Le solde commercial, il y a des définitions plus ou moins complètes, mais bon, ça va être tout simplement la différence qu'il peut y avoir entre nos exportations et les exportations de biens et de services. Et le taux de change, eh bien, nous l'avons vu lors de la séance précédente, il s'agit du prix de la monnaie étrangère. Quel est le montant que l'on donne pour obtenir une unité de monnaie étrangère, ou quel est le nombre d'unités nationales que l'on doit fournir pour avoir une unité de monnaie étrangère. Le prérequis pour bien comprendre cette séance, eh bien, il faut avoir compris la séance sur les systèmes de change que nous avons vus précédemment. Il va y avoir que quatre raisonnements, quatre points clés dans cette analyse. La première, ce sont les conséquences de l'évolution du taux de change sur la compétitivité prix. La compétitivité prix, on peut le définir de façon très simple en disant c'est l'aptitude qu'ont les entreprises ou le pays à maintenir une compétitivité, une aptitude à avoir des parts de marché sur la base du faible prix de leurs produits. À côté de la compétitivité prix, il y a un autre type de compétitivité qui est celle que l'on appelle hors prix ou encore hors coût, qui consiste à obtenir des parts de marché grâce à la qualité de ces produits, des qualités où les consommateurs sont prêts à payer plus cher parce que ils estiment que la qualité y est meilleure. Donc là, on va s'intéresser à un aspect, celle de la compétitivité prix. Et donc, quel est l'impact du taux de change sur cette compétitivité prix ? Le point de départ, c'est assez simple. On va prendre ici deux zones monétaires différentes. D'une part, la France, qui est dans la zone euro, et d'autre part, les États-Unis, dans la zone dollar. On va imaginer qu'en France, on a un exportateur, un producteur local, dans la région du Havre, par exemple, qui fabrique un produit quelconque, A, qui coûte 10 €. Et on va imaginer qu'aux États-Unis, un concurrent lointain produit un produit qui n'est pas exactement le même, mais quasiment le même, mettons A', qui coûte 13 $. Comme le produit A est à peu près équivalent au produit A', ils sont dans la même gamme de produits, à peu près la même qualité, on doit considérer que si A est à peu près égal à A', 10 € est à peu près égal à 13 $, ce qui fait qu'on a un taux de change d'environ 1 € est égal à 1,3 $. Le raisonnement que je viens de tenir, nous l'avions tenu la dernière fois avec la théorie des pouvoirs d'achat. Donc là, on imagine que le taux de change est à son pouvoir d'achat, à sa parité de pouvoir d'achat, comme on dit. Bien, maintenant, on va imaginer que mon Havrais, le producteur A, qui est ici, il veut élargir son marché, il veut aller à l'international, comme on dit, il veut exporter. Donc, on imagine qu'il arrive à exporter, et une fois que son produit est exporté, qu'il arrive aux États-Unis, la monnaie légale américaine n'est pas l'euro, c'est le dollar, il est obligé de convertir son produit qui valait 10 € en dollars. Compte tenu du taux de change que nous avons donné, le produit A se vendra 13 $. Bon, c'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas de raison que seul le français veuille exporter et élargir son marché. Il est naturellement logique que l'américain qui produit A', un Texan par exemple, veuille également pénétrer la zone euro par la France par exemple, et donc exporte son produit A' et l'entraîne vers le territoire français, et le produit A', une fois qu'il sera dans la zone euro, en France ici, il coûtera 10 €. Alors, la première conclusion de cette petite simulation toute simple, elle nous indique que si le taux de change est à son taux de change PPA, il n'y a pas de problème de compétitivité prix, puisque le passage d'un pays à l'autre, ou d'une zone monétaire à l'autre, ne change pas la valeur des prix de chacun des produits. Et on voit que les deux producteurs sont en concurrence non pas par les prix, mais uniquement par la différence de qualité de leurs produits. Maintenant, on va imaginer ce qui se passe dans la réalité. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que le taux de change, il bouge. Il bouge fréquemment, et même d'ailleurs à chaque seconde dans un système de taux de change flottant. Et donc, on va imaginer que l'euro se déprécie. Et on va imaginer qu'on est à 1 € égale 1 $. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une dépréciation ? C'est simple à comprendre. Ici, dans le premier cas, j'avais 1 € qui est égal à 1,3 $. Ça voulait dire qu'avec 1 €, je peux acheter 1,3 $.
Et maintenant, avec 1 euro, je ne peux acheter que 1 dollar. Donc moins de dollars qu'auparavant. Donc ça signifie qu'avec 1 euro, comme je peux en acheter moins, eh bien l'euro s'est déprécié. C'est ça le sens de la phrase « la monnaie s'est dépréciée ». Je peux acheter moins de monnaie étrangère. Alors quelles conséquences ça va avoir sur nos échanges d'import-export? On va reprendre le même raisonnement, très simple. J'ai toujours ma zone euro avec la France, ma zone dollar. Ici, j'ai toujours mon producteur local qui produit un produit A qui vaut 10 euros et mon produit texan qui produit à prime à 13 dollars. Mon producteur local exporte. Son produit A, combien va-t-il coûter une fois qu'il est à l'extérieur de la zone euro, ici aux États-Unis? C'est simple. Compte tenu du nouveau taux de change, si 1 euro est égal à 1 dollar, le produit A va coûter 10 dollars. Alors là, on voit une première conséquence, c'est que la dépréciation de la monnaie nationale, ici l'euro, a permis à mon exportateur de vendre moins cher son produit. Toute chose égale par ailleurs. Mon producteur national, il garde sa même marge, il paye ses salariés au même montant, il n'y a rien de changé, mais mécaniquement, son produit coûte moins cher aux États-Unis. Que se passe-t-il maintenant pour mon producteur américain, le Texan? Il produit à prime 13 dollars, il l'exporte. Combien va coûter le produit américain une fois qu'il est arrivé sur territoire français? Compte tenu du taux de change, 13 euros. Donc c'est la deuxième conséquence. On voit que la dépréciation de la monnaie nationale, elle a rendu moins cher nos exportations et rendu plus cher nos importations. On retiendra de ce premier raisonnement qu'une dépréciation diminue le prix des exportations et augmente le prix des importations. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 étapes dans le raisonnement. Voici la première étape. Deuxième étape. Lors de cette deuxième étape, nous allons tout simplement décomposer un peu plus en détail ce qui se passe lorsqu'il y a cette variation du taux de change, en l'occurrence une dépréciation. Pour bien le comprendre, on va partir de la définition du solde commercial. Le solde commercial, on peut dire que c'est la valeur des exportations moins la valeur des importations, c'est tout simple. On va préciser un peu comment noter cette valeur des exportations. Eh bien, ce sont les quantités multipliées par les prix moins les quantités que l'on importe multipliées par le prix des produits importés. Pour simplifier l'analyse, on va simplement résumer de cette façon-là. Q de X, ça signifie que ce sont les quantités exportées, X pour exportation, multipliées par le prix des exportations, moins les quantités importées, M pour importation, multipliées par les prix des produits importés. J'ai gardé les abréviations anglo-saxonnes dans les manuels de macroéconomie. Le X correspond aux exportations et le grand M correspond aux importations. Alors, on vient de voir que la dévaluation ou la dépréciation de la monnaie diminue le prix des exportations et augmente le prix des importations. On vient de le voir dans le premier raisonnement. Donc ça signifie que lorsqu'il y a une dépréciation monétaire, le prix des exportations diminue. Et le prix des importations augmente, symbolisé ici par les deux petites flèches rouges. Par conséquent, toute chose égale par ailleurs, le déficit commercial se creuse. C'est une conséquence logique. Mes recettes d'exportation sont moins grandes, puisque les prix des exportations sont plus faibles, et mes coûts des importations sont plus élevés, parce que les importations coûtent plus cher. Par conséquent, toute chose égale par ailleurs, le déficit commercial se creuse. Mais, évidemment, dans un second temps, il va se passer un phénomène. Les agents économiques ne sont pas totalement passifs, et c'est même l'inverse, ils réagissent en général assez vite aux variations de prix. Et donc, comme les exportations coûtent moins cher, on peut espérer qu'on en consomme plus, que les étrangers en consommeront plus. Donc la baisse des prix à l'exportation entraîne une augmentation des quantités exportées dans un second temps. Donc cette fois-ci, ce sont les quantités exportées qui augmentent et la hausse des prix des importations entraîne une diminution des quantités importées, à savoir cette fois-ci les quantités importées, avec la flèche en rouge qui descend vers le bas, va diminuer. La conséquence des deux, c'est que si l'effet quantité l'emporte sur l'effet prix, le déficit commercial se résorbe. Vous le voyez, d'un côté, nos prix ont diminué, donc ça diminue mes recettes d'exportation, mais dans un second temps,
on espère que les quantités augmenteront et que l'effet quantité l'emportera sur l'effet prix. Et c'est l'effet inverse du côté des importations. Nos importations nous coûtent plus cher dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, comme elles coûtent plus cher, on en importe une plus faible quantité. C'est ça qu'on appelle l'effet quantité qui l'emporte sur l'effet prix. On va garder ce même raisonnement et on va voir comment est-ce qu'on peut le représenter géométriquement. Si on le représente géométriquement, on va tomber sur une représentation assez connue des économistes et que l'on retrouve facilement dans tous les manuels, à savoir le mécanisme de la courbe en J. Le raisonnement, il est le suivant. On représente sur l'axe des ordonnées le solde commercial et sur l'axe des abscisses le temps. Avec ici la zone positive, X est supérieur à M, ce qui signifie que les exportations sont supérieures aux importations, donc un excédent commercial. Ici un équilibre commercial et ici un déficit commercial. Donc le raisonnement est le suivant. Dans un premier temps, la dévaluation ou la dépréciation diminue le prix des exportations et augmente le prix des importations, c'est l'effet prix, c'est ce que nous avons vu. Et nous venons de voir que cet effet prix allait aggraver le déficit commercial. Et c'est ce que l'on voit apparaître sur ce graphique. Dans un premier temps, l'effet prix aggrave le déficit commercial. Mais dans un deuxième temps, après un certain délai, les agents économiques réagissent au prix, les quantités exportées augmentent et les quantités importées diminuent. C'est un effet quantité. Dans un deuxième temps, l'effet quantité l'emporte. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est comme ça que ça doit se passer en théorie. Et on voit qu'au bout d'un certain temps, entre le moment où la dévaluation a eu lieu ici et le moment où on retrouve un excédent commercial, eh bien, il se passe un certain temps. Alors ce temps, il a été estimé, c'est environ 18 à 24 mois. C'est pas un temps qui est immédiat. Faut attendre presque 2 ans, voire parfois un peu plus, dans certaines circonstances, pour que cet effet se mette en place. Alors ça, c'est le deuxième élément du raisonnement. Premier élément, on a vu que le prix des exportations diminuait et que le coût des importations augmentait lors d'une dépréciation monétaire. Puis, nous venons de voir qu'en réalité, le mécanisme se faisait en 2 temps. Dans un premier temps, l'effet prix aggrave le déficit commercial, puis dans un deuxième temps, l'effet quantité permet de le résorber. Mais cet heureux mécanisme, qui semble être très pratique, puisqu'il semble dire qu'on peut résoudre un déficit commercial en dépréciant sa monnaie, eh bien, il fonctionne uniquement à certaines conditions. Donc, c'est le troisième point. À quelles conditions ça fonctionne? Il y a 7 points qui sont d'importance inégale, mais qu'il faut avoir en tête pour que cette dépréciation monétaire puisse fonctionner. Premier point, alors c'est évident, mais il faut que les agents économiques réagissent aux variations de prix. Les économistes disent qu'il faut que les conditions de Marshall-Lerner, du nom de 2 économistes qui ont travaillé sur cette question, soient réalisées pour que l'effet quantité l'emporte sur l'effet prix. Alors ça veut dire quoi en langage simple? Ça veut dire tout simplement que il faut que les consommateurs soient sensibles aux variations de prix. Et pour être sensible aux variations de prix, ça signifie que si le prix coûte plus cher, eh bien je puisse avoir un produit de substitution sur lequel les services rendus seront les mêmes pour un prix moins cher, moins élevé. Donc, il faut être sensible au prix. Et il faut pouvoir être sensible au prix. Il faut avoir le choix. Alors, en général, on considère que les consommateurs en général ont le choix, mais certains produits, on est assez peu sensible au prix. Par exemple, c'est le prix du pétrole, par exemple. Quand le prix du pétrole augmente un peu, ça ne change pas grand-chose aux quantités consommées. Donc, première notion, il faut que les agents économiques réagissent aux variations de prix. Deuxième notion, deuxième limite, conditions pour lesquelles ça doit fonctionner, il faut que les producteurs nationaux aient des capacités de production inemployées. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous avons vu tout à l'heure que lorsque la monnaie était dévaluée ou dépréciée, les exportations coûtaient moins cher. Et donc, au bout d'un certain temps, la demande étrangère sera plus grande puisque les produits coûtent moins cher. Encore faut-il être capable de satisfaire cette demande étrangère et donc d'avoir des capacités de production inemployées qui permettent rapidement de satisfaire cette demande étrangère. Si les entreprises nationales n'ont pas de quoi satisfaire cette demande étrangère,
alors évidemment, l'effet que nous avons mentionné sera amoindri, sinon annulé. Troisième condition, elle est liée à la première. Il ne faut pas que les consommateurs aient un comportement trop nationaliste. Évidemment, nous avons supposé, nous l'avons dit tout à l'heure, que les consommateurs réagissaient au prix. Mais s'ils réagissent plus à la nationalité, s'ils font des achats patriotiques, par exemple, eh bien l'effet que nous avons mentionné ne pourra pas se mettre en place. Si on préfère acheter certains produits plus chers parce qu'ils sont français, eh bien le raisonnement que nous avons mis en place ne se met pas en place, ne pourra pas fonctionner. Quatrième limite, il ne faut pas que les exportateurs profitent de la baisse des prix de leurs produits à l'étranger pour augmenter leurs marges. Et en effet, c'est assez simple à comprendre. Puisque le prix de nos exportations coûtera moins cher une fois que la monnaie est dépréciée, et que les les producteurs en profitent pour augmenter leurs marges, et donc ne répercutent pas la baisse du taux de change sur le prix de vente, ça ne changera rien. Donc il est possible que là, ce soit les producteurs qui captent en quelque sorte l'effet attendu de la dépréciation ou de la dévaluation. Cinquième limite, il existe aussi un effet qualité, je l'ai mentionné tout à l'heure en introduction, il n'y a pas que la compétitivité prix qui compte, il y a également la compétitivité hors prix ou qualité ou hors coût, trois expressions qui sont synonymes, et qui fait qu'évidemment, si les consommateurs sont plus sensibles à cet effet-là, là encore, le raisonnement que nous venons de voir sera amoindri, sinon annulé. Sixième limite, le mécanisme de la courbe Angy néglige les réactions des autres partenaires. Ce que nous venons de raisonner tout à l'heure, ce que nous venons de montrer, nous avons fait une dévaluation pour un pays. Mais si tous les pays décident de dévaluer en même temps, faire une guerre commerciale par la dévaluation, et c'est ce qui s'est passé par exemple à partir de 1931, lorsque les Anglais ont rendu la livre sterling inconvertible avec l'or et que la livre sterling s'est dépréciée sur le marché des changes, eh bien ça a entraîné à partir de là, aux États-Unis en 1933, en 1933 également au Japon, plus tard en France en 1936, une série de dévaluations ou de dépréciations qui fait que l'effet attendu, là encore, sera annulé. Et on se retrouvera avec une guerre des monnaies qui sera nuisible pour tous les partenaires. Et puis enfin, j'ai dit qu'il y avait 7 conditions. Eh bien, la dévaluation entraîne nécessairement des tensions inflationnistes. Alors là encore, on peut le comprendre facilement, puisqu'on a vu que le coût des importations allait augmenter. Et donc, si le pays est dépendant à ses importations et qu'il n'y a pas de possibilité de substitution, alors là, évidemment, ça va se traduire par des tensions inflationnistes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, bien souvent, lorsque une monnaie se déprécie ou lorsque elle se dévalue, eh bien, cette politique s'accompagne de politiques de rigueur et de lutte contre l'inflation pour éviter que ce phénomène se mette en place. Bref, à quelles conditions ça doit fonctionner? Eh bien, nous en avons relevé 7. Il faut au moins 7 conditions. Alors, ça ne veut pas dire que si une des conditions n'est pas respectée, le mécanisme de la courbe Angy ne se mettra pas en place, mais il sera plus aléatoire, plus long et moins efficace en termes du résultat. On va prendre un exemple, c'est le 4e point. Un exemple sur les États-Unis entre 85 et 92. Un exemple où ça a plutôt bien fonctionné. Voici un graphique qui représente 2 éléments. Regardons d'abord la courbe en rose. Cette courbe représente l'évolution du déficit commercial américain. On voit ici, à partir de 1982, mi-82 à peu près, les États-Unis ont commencé à connaître un déficit commercial qui a été croissant. Et on constate dans le même temps, c'est la courbe en bleu, l'évolution du taux de change. Et alors là, il y a une petite piège dans le raisonnement. La courbe bleue qui diminue correspond en réalité à une appréciation de la monnaie américaine, car c'est une cotation à l'incertain. Cette dépréciation de la monnaie américaine, cette appréciation de la monnaie américaine entraîne un déficit commercial jusqu'en 1985. Et à partir de 1985, il y a eu, ici, les accords du Plaza, où les autorités du G7, des 7 pays les plus puissants, ont décidé de piloter leurs économies de façon à faire en sorte que le dollar, qui avait atteint un maximum d'appréciation, puisse connaître une dépréciation. Et c'est là où je voulais en venir. À partir de 85, le dollar se déprécie, ici.
Et on voit ici clairement apparaître un mécanisme de courbe-en-J étalé environ avec 24 mois de différence à partir du moment où la courbe est inversée, mais il faut attendre entre le moment où le dollar est déprécié et le moment où on rejoint un solde positif, quasiment 5 ans. Donc ce n'est pas une politique qui se met immédiatement en marche, c'est une politique de long terme qui est globalement assez incertaine. Incertaine certes, mais encore très séduisante. Et notamment, et ça sera un peu ma conclusion, tellement séduisante qu'il existe une guerre des monnaies. Cette guerre des monnaies, elle a repris depuis la crise des subprimes. Depuis la crise des subprimes plus la crise de la dette souveraine, les pays tentent de retrouver une compétitivité avec une dépréciation monétaire. Les Chinois, bien entendu, avec le yuan, mais les Japonais récemment, à tel point qu'en février 2013, la question de la guerre des monnaies était en train d'être à réactualiser. Guerre dans laquelle, nous l'avons souligné, nous connaissons pourquoi cette guerre peut avoir lieu, ça permet d'avoir, sous certaines conditions, retrouvé un excédent commercial, mais nous avons également souligné que si tous les pays pratiquaient cette même politique, eh bien tout le monde serait perdant. C'est le cas en Europe, c'est un débat. Actuellement, seul l'euro ne se déprécie pas, semble s'apprécier, mais le yen japonais, le yuan chinois, le dollar américain, la livre sterling, la couronne danoise, toutes ces monnaies sont en train de se déprécier par rapport à l'euro. Il va falloir trouver un terrain d'entente pour essayer de réguler ce marché d'échange. Voilà, vous en savez assez pour ce cours et en tout cas pour comprendre les grandes lignes de la presse sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention.